18h35 sur Europe 1, Volodymyr Zelensky convaincu que la Russie va perdre la guerre. Déclaration ce midi du président ukrainien en visite à Copenhague. Un cri de victoire précoce après que le Danemark et les Pays-Bas ont annoncé la livraison à venir d'avions de combat F-16 à l'Ukraine, une 60aine au total. Est-ce que ces avions peuvent vraiment faire la différence? Où en est le conflit et la contre-offensive annoncée il y a quelques mois par l'Ukraine? On en parle avec le général François Chauvency. Bonsoir. Général Chauvency. Oui, vous m'entendez? Bonsoir. Vous êtes Allô? consultant en géopolitique et enseignant. Rebonsoir. Et puis, avec nous également Léo Peria-Peigné. Bonsoir. Bonsoir. Chercheur spécialiste des armements à l'IFRI. S'il vous plaît, Léo Peria-Peigné, pour commencer, comment est-ce que vous percevez, vous, cette livraison à venir de F-16? On parle de 61 avions au total. Ça peut faire une différence? Ça fera une différence quand ils pourront intervenir sur le terrain, soit peut-être pas avant, au mieux la fin de l'année, au pire l'année prochaine. Mais c'était la suite, entre guillemets, logique de la piste que prennent les pays occidentaux depuis le début de la guerre. Général François Chauvency, un peu la même question. Comment est-ce que vous percevez cette livraison de F-16? C'était une annonce politique au départ annoncée. Ça surtout signifie qu'il y a le soutien total des États occidentaux à ce que fait Zelensky dans sa lutte contre les Russes. Donc déjà, c'est un signe fort, alors que depuis plusieurs semaines, beaucoup de voix commençaient à émettre des doutes sur le succès militaire des Ukrainiens sur le terrain. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, est-ce que ça va changer quelque chose? Effectivement, ça ne changera rien à court terme. Nous sommes dans le moyen long terme. On est vraiment dans l'année 2024 finalement. D'une part parce que les équipements pourront être livrés pas avant cette période-là, et encore ça sera progressif, et que d'autre part, il faudra aussi former les pilotes. Donc on est bien dans la campagne militaire du printemps-été 2024, où les avions pourront effectivement être utiles, mais ce ne sera pas ça qui changera le sens du combat. Et Léo Peria-Peigné? Un petit complément, tout pour rebondir sur ces propos très justes. Les Néerlandais ont montré, en livrant quand même plus de 40 avions, ce qui est quand même très important, qu'ils n'ont pas oublié le MH17 qui a vu le crash du MH17 qui a vu la mort de beaucoup de citoyens néerlandais. Mais effectivement, on verra ça d'ici peut-être la fin de l'année, sachant qu'il y a quand même quelques indices qui suggèrent que l'entraînement des pilotes, des mécaniciens et du personnel nécessaire a été entamé il y a avant les déclarations. On peut difficile de dire quand, mais ça pourrait intervenir peut-être un peu plus vite que prévu. Et c'est pas espérer de miracle. C'est pour ça que cette livraison, finalement, elle n'aura pas lieu avant début 2024. C'est d'abord cette question de formation des pilotes qui est en jeu. Il y a aussi la question des infrastructures, puisqu'on a affaire à des appareils plus modernes, modernisés récemment, que ce que les Ukrainiens ont peut-être l'habitude d'utiliser, donc qui requièrent des infrastructures un petit peu plus fines, un petit peu plus protectrices de leurs avions. Donc vous avez une armée de l'air russe, ou du moins du matériel soviétique, qui avait l'habitude de dormir dehors, entre guillemets, vous diraient certains spécialistes. Là, vous avez un appareil qui a besoin d'être mieux protégé, notamment face aux conditions un peu abrasives du climat ukrainien. Général Chauvency, là on parle donc d'une livraison dans 5-6 mois. Il peut se passer beaucoup de choses dans un conflit en 5-6 mois. Oui, tout à fait. Nous sommes actuellement dans ce que moi je qualifie de campagne d'été qui va s'achever avec l'automne et qui, en gros, donc en fonction des conditions climatiques, c'est une opération qui va pas se calmer, mais qui va se ralentir. Donc on a encore devant nous 6 à 8 semaines, peut-être un peu plus de combats terrestres, pas vraiment aériens. On a des combats de drones, donc c'est la dimension aérienne finalement du combat. Et on voit bien que sur le terrain, malgré parfois des annonces de quelques kilomètres carrés gagnés, qu'il n'y a pas la percée attendue depuis 2 mois. Donc nous sommes dans un fin d'une campagne militaire, avec peut-être des surprises, on n'en sait rien. Et puis après, vous aurez ces F-16 qui vont être extrêmement importants peut-être dès qu'ils seront mis en place. D'abord parce qu'ils vont commencer à façonner le champ de bataille de 2024 en tapant effectivement tout ce qui est radar, en tapant tout ce qui est force terrestre qui peut gêner, pour permettre aux forces terrestres ukrainiennes en 2024 de progresser dans une nouvelle contre-offensive. Mais c'est-à-dire que pour vous, 60 avions de chasse F-16 peuvent vraiment faire la différence dans ce conflit face à la Russie? Non, il y aura 2 missions. La mission d'abord, c'est conquérir le ciel ukrainien pour empêcher les avions russes effectivement d'exercer des frappes sur les forces terrestres. Donc d'abord, il y a une mission d'interdiction aérienne. Donc c'est du combat aérien qui n'a pas eu lieu jusqu'à présent réellement, qui va prendre sa place. Et ensuite, vous aurez la deuxième phase qui va être l'appui des forces aériennes à l'avancée
des forces terrestres. Donc vous avez bien deux missions bien différentes, ce qui justement explique pourquoi les pilotes sont difficiles à former, puisque ce sont des missions différentes, ça prend du temps, et quand on prend d'ailleurs les experts américains du domaine, donc les généraux américains de l'armée de l'air, ils ne voient pas des pilotes formés avant moins d'un an. Léo Peria-Peigné, chercheur En- spécialiste des armements. Encore une fois, il faut rappeler qu'il n'y a pas d'arme miracle, il n'y a pas de. Enfin, un game changer en termes d'armement, ça n'existe pas vraiment en Mmh. soi. Une arme a des caractéristiques, des capacités et des possibilités. Maintenant, ce qui va être très important d'étudier, c'est comment les Ukrainiens vont les intégrer dans leur système de force, quelles missions ils vont leur donner, comment ils vont les appuyer, qui ils vont appuyer, pour ensuite pouvoir déterminer si c'est vraiment un game changer. Par exemple, les lance-roquettes longue portée qui ont été livrés à l'été dernier ont été ce qu'on peut éventuellement appeler des game changers parce qu'ils ont été utilisés pour frapper pile C'est-à-dire là qu'ils ont où fait la différence, voilà, c'est ils ont ça? fait une différence Mmh. importante, tout simplement parce qu'ils ont tapé pile là où ils pouvaient avoir un effet maximum. Non pas en tapant sur les troupes qui avançaient, par exemple, mais en tapant plutôt sur des points logistiques, sur du ravitaillement, sur des moyens de ravitaillement notamment. Ce qui fait que ça a eu un impact assez fort sur comment l'armée russe devait s'organiser au front et comment elle pouvait se ravitailler. Il Mmh. faudra donc voir comment ces F-16-là seront utilisés. Et c'est une utilisation donc qui sera pas immédiate, est-ce qu'il y a aussi un risque de se dire, finalement on forme des pilotes pendant 6 mois, pendant 1 an, mais qu'1 an de formation, ça paraît aussi court pour l'utilisation de tels engins? Après c'est des pilotes ukrainiens qui ont déjà piloté des avions, ce que vous disiez, moins modernes, c'est ça? Voilà, disons que avant, enfin il y a 10 ans, ces gens-là volaient sur des avions qui étaient vraiment d'origine soviétique avec des logiciels soviétiques et autres. Ils ont commencé à se moderniser assez rapidement sur des points précis à partir de 2014. Les avions qui ont été livrés par la Pologne, la Slovénie, notamment des MiG-29, qui sont d'anciens avions soviétiques, mais qui ont été modernisés par des pays de l'OTAN, on leur ont permis Mmh. probablement de s'acculturer à un certain nombre de procédures et d'ergonomie, si vous voulez, qui sont propres au matériel OTAN. Maintenant, il faut faire le saut de l'ange, entre guillemets, et passer sur du matériel totalement OTAN, où là, peut-être, la question des repères sera compliquée. Et puis ce qu'il faut préciser aussi, hein, c'est que ces avions, le Danemark notamment, n'en a plus besoin, hein, parce qu'ils sont en train de renouveler leur flotte, et ce sont d'anciens modèles. Ils sont aussi suffisamment performants, ces modèles, face à l'aviation russe actuelle? Alors, il faut savoir il y a à peu près autant de F-16 existants qu'il y a de pays acquéreurs. Donc, les F-16 danois et les F-16 Mmh. néerlandais, par exemple, ne sont pas les mêmes. Donc, il faudra voir quels blocs, entre guillemets, quelles versions vont être livrées, quelles armes ils peuvent porter. Ça reste des avions qui sont très raisonnablement performants, surtout au vu de ce qui équipe, ce qui fait les gros bataillons de l'armée de l'air russe et de l'armée de l'air ukrainienne. Ce sera pas forcément une arme miracle, encore une fois, mais ça peut quand même avoir une utilité très importante, encore une fois, selon comment les Ukrainiens l'intégreront dans leur dispositif de force. Mmh. Général François Chauvency, là on parle donc des Pays-Bas et du Danemark qui font des livraisons, livraisons de F-16. Volodymyr Zelensky le demandait depuis très longtemps, hein, cette livraison d'avions de chasse. Est-ce que ça pourrait peut-être inciter d'autres pays européens à eux aussi faire de même, à emboîter le pas au Danemark et aux Pays-Bas? Je voudrais quand même d'abord préciser que c'est pas parce qu'on a annoncé que des avions allaient être livrés qu'ils seraient livrés immédiatement. Quand vous lisez la position danoise, oui c'est danois, Mmh. ils disent bien nous nous livrerons nos avions que d'abord en 3 volets sur 1 an et demi et uniquement si les Américains nous les remplacent par des avions F-35 que nous avons demandé. Donc déjà vous avez un temps de délai quand même suffisamment important. Voilà. Donc je crois qu'il ne faut pas oublier non plus qu'on a les communications politiques d'un côté et Mmh. après la réalité du terrain. Et c'est pareil d'ailleurs effectivement pour toutes ces livraisons. Alors évidemment, est-ce que d'autres pays pourront livrer? Pour l'instant déjà, il faut quand même former un nombre de pilotes suffisant. Alors il semblerait que les Ukrainiens ont suffisamment de pilotes. Actuellement, ils ont même de trop. Et il faut aussi prendre en compte que tous ces avions-là vont d'abord remplacer les avions détruits. Il y a environ 70 avions détruits de la chasse ukrainienne depuis le début de cette guerre. Donc effectivement, il y a d'autres possibilités. On a bien les Polonais qui ont livré, me semble-t-il, ou les Slovaques. D'ailleurs, oui, c'est les Slovaques qui avaient livré des MiG-29. Mais bon, actuellement, on est quand même. C'est pas vraiment les avions qui sont les plus importants, c'est d'avoir des pilotes capables de les utiliser correctement. Et c'est Mmh. ça ce qu'on attend. C'est-à-dire que si vous avez du matériel, le matériel en soi, ça ne signifie pas grand-chose. Il faut des pilotes expérimentés. Et on voit bien les problèmes de formation, puisqu'on nous a bien dit qu'il fallait même qu'ils apprennent l'anglais à fond. Alors moi, je suis un peu surpris qu'ils soient obligés d'apprendre de l'anglais pour se servir d'un avion, hein, mais peu importe. Il y a qu'en gros 12-15 pilotes sélectionnés actuellement pour prendre en charge ces avions, et vous en avez une vingtaine qui sont envoyés en Angleterre pendant 4 mois pour apprendre l'anglais. Bon, donc on est déjà sur des délais très importants. Donc avant que d'autres pays se mettent, je dirais, dans cette perspective de fournir des avions, ça va prendre du temps. Et puis dernier point quand même, si on donne ces avions, c'est qu'on est capable effectivement d'avoir la même chose ou en mieux.
Or, le vrai problème aujourd'hui, c'est peut-être aussi cette industrie américaine qui envoie des F-35 dans tous ces pays qui ont des F-16 et qui sont en train finalement de submerger l'Europe, de Mmh. l'armement dans le domaine aérien en fournissant du matériel hyper professionnel, mais qui a des problèmes. Donc les États ne livreront pas leur F-16 comme cela s'il n'y a pas une compensation par les Américains, notamment en type d'appareil. Il faut aussi des garanties. Léo Peria-Peigné. Deux petites choses justement pour poursuivre. Là, l'important, et c'est pour ça que la question de l'anglais va être importante, c'est il va falloir que les Occidentaux forment les formateurs. En fait, on Mmh. peut dire ça comme ça. La maîtrise de l'anglais va être importante parce que vous avez affaire du matériel OTAN, donc beaucoup de choses sont en anglais. Néanmoins, là, on va former Il y a les 11 pays Ukrainiens. occidentaux qui Voilà. sont dans ce bloc de On va formation. former des Ukrainiens qui peut-être après eux-mêmes pourront Mmh. former des Ukrainiens en ukrainien. Donc ça facilitera les choses, mais il faut amorcer la pompe. Et une deuxième chose, il y a au moins 2 pays qui ont les effectifs pour fournir des F-16 dont ils n'ont plus besoin, à savoir la Belgique qui est très en retard, enfin qui est très très loin dans le classement des pays qui soutiennent l'Ukraine parce que la Belgique donne peu, Mmh. alors que la Belgique dispose d'un certain nombre de F-16 qu'elle a retirés au profit du F-35. Et la Norvège qui, elle aussi, a retiré une certaine quantité de F-35. Je ne suis pas sûr qu'ils les aient tous retirés. Mais voilà, c'est 2 donateurs potentiels qui pourraient faire monter assez rapidement en fait les chiffres Mmh. si la décision politique est prise. Et la France dans tout ça, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas envoyé d'avion pour l'instant? Est-ce que ce serait, envisageable, Léo Peria-Peigné, bon, pas forcément du coup des F-35, mais des Rafales, voire ou des Mirages, par exemple? Bon, les Rafales, c'est exclu. Les Mirages, peut-être. Il y en a qui sont en train d'être retirés. Il y avait une opportunité intéressante avec un pays du Golfe qui allait retirer une grosse flotte de Mirage 2005 d'un modèle assez avancé et assez performant. Ces avions auraient pu être achetés pour être donnés à l'Ukraine. Malheureusement, ils ont été revendus à l'Indonésie. Mais est-ce que Du c'est que côté la de la France est-ce que France, c'est que la France est frileuse aussi à envoyer ces avions-là? je pense que là, enfin, pour observer les dons depuis le début de la guerre, la France reste assez frileuse sur ses dons. Il n'y a pas de doute Mmh. là-dessus. La question des avions est assez tendue puisqu'il y a la question en France de passer au tout Rafale, de qu'est-ce qu'on fait des anciens Mirages, est-ce qu'ils sont encore en état d'être utilisés dans une guerre haute intensité. Ces questions-là sont très complexes. Là, il faudrait demander à un politicien peut-être Mmh. plutôt quels sont les biais Mmh. politiques qui bloquent ces questions-là. Général François Chauvency, votre regard un peu sur cette question de la France qui finalement ne s'avance pas pour envoyer des avions de combat en Ukraine? Alors, d'abord, sur le fait que la France ne s'avance pas sur l'ensemble des équipements, la France est la seule ou l'une des rares à vraiment fournir tout le matériel en Europe tel qu'elle l'avait promis. Reprenons de l'Allemagne qui ne fournit pas vraiment tout ce qu'elle a promis. Donc la France, dans la mesure de ses moyens, a fourni les moyens qu'elle a promis. Donc c'est ce qu'elle a fait. Maintenant, pour revenir au Mirage, 2 points se posent. C'est que compliquer la ligne logistique de soutenance des avions est un réel problème. On n'a pas du tout parlé de logistique, on a parlé effectivement tout à l'heure d'infrastructures Mmh. qu'il faudrait protéger avec des moyens antiaériens, qu'il ne faut pas oublier, hein, donc il faut les avoir, et ça va obligatoirement impacter la défense solaire de l'Ukraine, mais donc il y a ces bases, la logistique, il faut former les maintenanciers, pour un F-16 au moins, il faut 1 an de formation pour un technicien, ça va sans doute la même chose pour le Mirage, et puis à la limite, si c'est pour complexifier la gestion du parc aérien ukrainien, est-ce qu'on leur rendrait vraiment service? Donc je dirais qu'à la limite, les 12 Mirages dont on parle beaucoup n'est pas une preuve de frilosité si on ne les donne pas, c'est simplement que ça serait perturber finalement l'organisation logistique de l'Ukraine, et dès lors qu'un certain nombre d'autres États sont capables de fournir dans les mois qui viennent du matériel, je dirais avec cette cohérence Mmh. logistique, eh ben, je dirais autant laisser faire et mieux vaut se mettre sur d'autres points. Alors c'est vrai qu'il y a quelques commentateurs qu'on entend un peu tous les jours, disons livrons des Mirages parce que ça marquera la place de la France. Bon, je crois qu'en temps de guerre, il faut arrêter de parler d'images, il faut aller dans la réalité. Et la vraie réalité, c'est d'avoir une armée de l'air ukrainienne capable de se battre d'une manière unifiée, cohérente Mmh. et bien soutenue dans la guerre. Léo Peria-Peigné. Oui, sur le plan de la logistique, c'est tout à fait ça. Enfin, c'est un peu comme la question des chars il y a 6 mois. Si la France donne des chars, sachant qu'elle est la seule à utiliser son modèle, elle va en fournir très peu, ça va être un enfer logistique qui va se rajouter à une situation qui est déjà complexe. Pour les Mirages, ce serait probablement exactement la même chose, sachant qu'un Mirage un avion de combat est évidemment encore plus complexe qu'un char. Donc là, c'est tout à fait vrai. Mmh. Ça rend... En fait, comme pour les Léopards 2 allemands, les F-16 en Europe sont la seule flotte qui a le nombre suffisant pour dégager des effectifs intéressants. Mmh. Général François Chauvency, dernière question avec vous. Cette contre-offensive ukrainienne annoncée il y a quelques mois, on a l'impression qu'elle patine. Là, ça a été annoncé au début de l'été. Pour l'instant, les Ukrainiens avancent très peu. Ils ont encore pris 3 km² il y a quelques jours. À Bakhmout, ça paraît très peu.
Oui, tout à fait. En fait, vous avez 3 points chauds actuellement, hein. D'abord, vous avez la zone sud qui ne progresse pas, et où l'effort principal a été porté par l'armée ukrainienne, puisqu'on y distingue quand même maintenant nominativement selon les brigades qui ont été formées par les Occidentaux, mais qui n'avancent pas. Et si on prend le New York Times, par exemple, c'est quand même 20% des équipements occidentaux qui ont été détruits ou endommagés, c'est à noter. Donc ils n'avancent pas à la date d'aujourd'hui, réellement, à part un village par-ci, un village par-là. Et les villages, c'est moins de 1000 habitants, donc c'est pas très significatif tactiquement. À l'est, effectivement, Bakhmout, il y a une petite avancée de 3 km², ce qui ne fait pas grand-chose pour le nombre de morts que ça a dû représenter, parce qu'effectivement, les Russes sont aussi implantés et n'ont pas lâché Bakhmout. Donc c'est un combat qui n'avance pas. Et puis ce qu'on oublie très souvent, c'est qu'au nord, aux alentours de Kupiansk, les Russes, en revanche, progressent. Ils sont à moins de 6 km de la ville. Il y a une contre-offensive dans l'offensive ukrainienne, qui est une contre-offensive russe. Donc vous avez mais ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'ils progressent significativement. Ils en sont aussi au niveau du kilomètre-carré. Donc à la date d'aujourd'hui, je dirais que ce soit de part et d'autre, aucun n'est capable de remporter la victoire sur le terrain, et que c'est pas parce qu'on nous donne quelques kilomètres carrés que ça signifie des victoires tactiques. Mais pour le moral, c'est bon. Voilà, il faut pas l'oublier. C'est en tout cas une guerre qui semble s'inscrire dans la durée. Merci beaucoup, Général François Chauvency, consultant en géopolitique. Merci aussi à vous, Léo Peria-Peigné, spécialiste des armements, chercheur à l'IFRI.